Est-ce que Priya ou James, est-ce que vous avez des questions, des commentaires à Harry? Ou, non? Oui. Pas tout de suite. Je vais Non? le lire, justement. Oui. Ça donne Mais, envie de l'acheter même. mais peut-être on peut parler un peu en général, parce qu'on a vu maintenant, donc il s'agit donc de 3 pays qui ont des liens différents avec la France. Maurice était donc une colonie française jusqu'en 1814, avant de devenir une colonie britannique jusqu'en 1968. Haïti, aussi une ancienne colonie française, mais, comme tu l'as dit, est un pays indépendant depuis 1804. Et Pondichéry, donc colonie ou un comptoir de commerce français dans un pays colonisé par les Britanniques. Oui. Non, mais c'est pour montrer le côté absurde dans l'appellation, justement. Et qui donc a été rattaché à l'Inde en 1962. Mais quel est, pensez-vous, l'impact ou est-ce que vous pouvez parler un peu de l'impact de la colonisation et aussi de l'importance de la langue française dans ces 3 pays? Oui. James? Ok. Oui. Mais, non, mais tout à l'heure, tu me disais, enfin, comme je te disais que tu insistes dans le comptoir, il y a 4 ou 5 ans, justement, il y a un cinéaste indien qui a fait quelques documentaires sur Pondichéry et justement, à titre répétitif, il disait que c'était une colonie française. Et le jour où il allait présenter ce film à Pondichéry, ou à l'Alliance française de Pondichéry, le consul l'appelle, il me dit « S'il vous plaît, ne dites pas que c'est une colonie, c'est un comptoir ». Donc, tu vois, c'est à quel point c'est important pour eux d'insister que c'est pas une colonie, c'est un comptoir. Mais bon, pour en parler à la langue française, ben justement, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Pourquoi on écrit en français? L'héritage colonial, bien sûr. Comme je dis toujours, c'est accéder à une langue, c'est accéder à une autre vie. Par exemple, pour moi, mon arrière-grand-père en tant que tamoul, bien sûr, il n'a pas été à l'école française à cette époque-là, mais moi, mon père l'a fait et moi, je l'ai fait. C'est déjà accéder à une nouvelle vie. Et bien sûr, ce cas ne peut pas être dans toutes les colonies parce que, je le dis souvent, il ne faut pas généraliser la colonisation. Parce que chaque colonisation est différente, selon les pays, selon les régions. Pour moi, personnellement, dans Pondichéry, j'insiste encore, ça m'a donné une autre vie. Ça a donné une autre vie à mon arrière-grand-père qui était brimé par le système de caste hindou. Et donc, pour lui, c'était un échappatoire qui lui a donné une meilleure vie. Mais ce n'est pas pour autant, je ne suis pas là pour glorifier la colonisation. Non. Mais il faut être intellectuellement honnête pour comprendre, ou historiquement honnête pour comprendre que ça a été un échappatoire. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que j'écris en français. Bien sûr, je peux toujours écrire en tamoul, mais mon histoire ne sera pas la même. D'ailleurs, Harry, tu as écrit une chronique sur Forskning.no cette semaine, justement, sur l'idée de la langue maternelle, où tu dis que ta langue maternelle est français parce que c'était la langue que tes parents utilisaient pour communiquer. Oui, parce que du fait que j'étais métissé, oui. C'était obligé, quoi. Ouais, oui. Ouais. Oui, et bien sûr, il y a la violence de la colonisation qui a été récemment, donc, par le président français, caractérisée de crimes contre l'humanité. C'est un aveu tardif, mais c'est vraiment important de mettre ça, dire ça clairement. Oui. Oui, Priya, est-ce que tu veux dire quelque chose sur l'importance de la langue française ou de la colonisation pour l'île Maurice? Donc, comme tu disais, donc Maurice a été une colonie française et ensuite anglaise. Mais quand les Anglais sont venus, ils n'ont pas imposé la langue ni la religion. Donc, on pouvait, je dis on, j'étais pas là. Donc, les gens pouvaient garder
la religion, la langue. Donc, l'anglais est venu la langue administrative, la langue courante, le français, le créole, parce que les gens devraient pouvoir communiquer. Donc, c'est venu du pidgin. Ils ont formé la langue créole de Maurice avec des mots indiens, donc mes descendants, des travailleurs engagés qui sont venus remplacer les esclaves sur les plantations. Et après, on a des influences. Il y a les travailleurs chinois aussi qui sont venus, donc il y a des mots en Hakka, des mots malgaches, comme je disais tout à l'heure. Comme par exemple le titre de mon livre, Riambel, ça vient du mot Ariambello, qui veut dire sunny coast, côte ensoleillée. Donc il y a toutes ces influences. Et la langue française, aujourd'hui, je dirais que c'est une très belle langue, j'adore. Mais j'adore lire en français, mais j'écris aussi. Bon, c'est ma troisième langue, donc c'est le créole, le premier. Mes parents ont toujours parlé en créole, et ensuite l'anglais parce que j'ai vécu 2 ans de ma petite enfance en Angleterre, et puis j'ai appris le français. Et aujourd'hui, c'est la langue qu'on respecte toujours à Maurice. Donc, et moi, j'ai un petit malaise avec parce que j'aime toutes les langues au fait. Et le créole, par exemple, à Maurice, c'est pas très bien vu toujours. Je sais pas comment c'est, mais c'est... Ah oui, justement, on parlait avec Maya hier, et elle a fait la même expérience. Elle est plus jeune que moi, mais elle aussi, elle a dit que c'était défendu. Moi, à l'école, on ne m'autorisait pas à parler le créole. Et comme je venais de Londres, j'avais 6 ans, donc je ne pouvais pas parler parce que c'était que l'anglais. Je ne pouvais pas parler avec mes amis. Donc, j'ai dû apprendre la langue française. Et c'est aussi la langue de la... Comment dire, comme je prends ton exemple, tu disais ton grand-père qui voulait monter les échelles. C'est cette langue-là aussi. Donc les parents poussent les enfants à apprendre les langues des anciens colons. Et bon, c'est un peu ça aujourd'hui. Ça évolue. Le créole est devenu un peu plus standard maintenant depuis 2012. Mais... c'est aussi riche. Donc, j'aime, oui, comme je disais, c'est important d'avoir sa langue aussi, je pense, et rendre hommage à toutes ces influences. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, absolument, absolument. James? Oui, au fait, Haïti, comme tout à l'heure, vous l'avez signalé, le pays qui a fait sa révolution en 1804, il faut bien comprendre ce que ça veut dire en 1804, c'est-à-dire une armée d'esclaves qui a vaincu l'armée napoléonienne, l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Et c'est une première de l'histoire, c'est ce qu'on appelle un apax, quelque chose qui se produit une seule fois dans le dictionnaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre cas comme ça. Et donc c'était très mal vu, mais Haïti l'a fait. Donc du coup, par sa révolution, et la langue française est devenue, comme beaucoup de choses, comme un butin de guerre. Ça crée un autre rapport, c'est-à-dire il y a une liberté d'expression en Haïti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. De toute façon, il y a les 2 langues. La langue créole, qui est la langue de la majorité. Il y a la langue française, qui est devenue la langue de l'élite, de l'administration et aussi de l'exclusion. Mais tel que c'est pratiqué au niveau de la création, c'est quelque chose qui donne un foisonnement mais totalement fou, quoi. C'est-à-dire, comme Harry l'a signalé, quand j'ai coordonné il y a environ 7 ans, une anthologie de poésie haïtienne avec 73 poètes haïtiens vivants, en France, on ne comprenait pas pourquoi un pays comme ça, avec tous les problèmes, qui produit autant de poètes
kilomètres carrés. C'est-à-dire, il y a un foisonnement, mais pas seulement en termes de littérature, mais on trouve ça aussi dans la peinture, dans la musique. Il y a le vaudou qui est passé par là. Il y a aussi cette irrévérence par rapport au maître. On l'a viré, on l'a vaincu. Donc du coup, c'est le déchaînement, c'est l'essence qui s'exprime. Certaines personnes même essaient de penser le chaos haïtien d'aujourd'hui par ce prisme-là. On dit, bon, est-ce que c'est à un moment donné, il n'y avait plus de structure, de ligne vraiment à suivre, parce que tout le monde fait ce qu'il veut, donc ça crée ce chaos-là. Et en tout cas, par rapport à la langue française, on voit que la liberté, il faut encore la conquérir, encore, il faut traverser encore des mers, une mer à traverser, disait Césaire. Donc c'est fondamental. Et on trouve ça dans la littérature, par le français. On n'a pas le sentiment d'écrire dans la langue du maître. Ça devient la nôtre. Non seulement ça, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se sont produites en termes d'inattendu, c'est-à-dire l'arrivée du français, par exemple, aux Nations Unies, s'est imposée d'abord par les Haïtiens. Mais il y a beaucoup de choses comme ça parce que sur place, c'est pas vraiment vécu comme vraiment la langue du maître. Vive, par exemple, l'informatique un peu dans son enfance, quand il y avait Microsoft, on voyait par exemple l'anglais, on demande quel anglais, est-ce que c'est l'anglais québécois, non, pardon, ou le français québécois, le français français, le français haïtien, le français... Ça veut dire, et ça participe vraiment à une pluralité de richesse. Et ma francophonie, la francophonie que j'aime, vivifiante, c'est cette francophonie justement qui est dynamique et qui a des répliques un peu partout, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est comment tu prends la langue française, tu te l'appropries à travers ta culture et ton passé historique, tu l'étires, tu la transformes et ça devient une nouvelle langue. Une nouvelle langue, je parle littéraire bien sûr. Et quand cette nouvelle langue littéraire, elle appartient, c'est ça la force de l'artiste et de l'écrivain, c'est comment transformer cette langue qu'on te l'a donnée ou on t'a imposée pour la refaire belle et te la redonner à toi. Oui. Je pense par exemple à Srinivas Patel qui a inventé le mot esclavé que je trouve, pareil, c'est un peu ça l'exemple, qui a un thème très bien d'ailleurs, mieux qu'esclave je pense. Donc c'est ce que tu dis, donc on ajoute... Oui. On est tout le temps à faire du néologisme. On est tout le temps à inventer de nouveaux mots qui n'existent pas, qui ont un rapport avec notre histoire de violence et comment cette violence devient quelque chose de beau. Comme disait Césaire, sa poésie, quand il a pris négritude, bien sûr, maintenant, on n'a plus le droit de dire nègre. Mais en France, on dit toujours « je suis fier d'être nègre ». Mais maintenant, dans le monde entier, négro, c'est le N-word. Ici, on n'a plus le droit. Et c'est pour ça que le concept poétique que j'ai écrit, qui s'appelle négro-dalitalité, j'ai pris la négritude de Césaire et le Dalit, qui est l'intouchable indien, et comment tu fais ce concept de négro-dalitalité et donner une beauté poétique à quelque chose de violent qui t'a été donné. Oui, j'ai beaucoup aimé cette expression, la langue française comme butin de guerre, justement. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, bien sûr, que vous avez mentionné donc Aimé Césaire, grand poète et homme politique martiniquais. Extraordinaire. Oui, oui. Mais j'aimerais, si vous me permettez, revenir encore à l'expérience haïtienne, la révolution haïtienne. C'est-à-dire cette armée d'esclaves qui a fait la révolution et par son empereur Jean-Jacques Dessalines, qui a été assassiné moins de 2 ans après. Eh bien, ils ont déclaré justement que voilà, tous les nègres sont libres. Mais c'est la première déclaration des droits de l'homme, dans le sens
premier du terme, parce que en Haïti, il faut comprendre que le mot nègre ne veut pas dire, c'est pas par rapport au pigment, ça veut dire l'homme, ça veut dire la femme, négresse, nègre, c'est-à-dire, on dit, c'est-à-dire, ce blanc-là, on dit ce blanc-là est un grand nègre. Ça veut dire que si tu as une bagnole, des choses qui montrent que voilà, c'est quelqu'un qui se débrouille bien, qui s'en sort bien, eh bien, tu deviens un grand nègre. C'est-à-dire, c'est pas par rapport Déjà, à la couleur de peau. en Martinique, tu vois, en Martinique, la première chose que la personne dit, sauf un nègre. La négritude de Césaire s'inspire beaucoup de l'expérience haïtienne. Absolument, absolument. Il revendique, hein, par lui d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. On va passer, donc, vous avez commencé à le mentionner déjà, mais il y a donc cette idée de créolité. Il y a un autre philosophe et écrivain martiniquais, Édouard Glissant, qui dit dans un de ses livres que le monde se créolise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de la créolité au sens large dans vos livres, pas juste donc à la fois linguistique, mais aussi culturelle et aussi culinaire, puisqu'on a parlé un peu justement des recettes déjà. Moi, comparé à mes deux collègues ici, mes deux amis, je ne peux pas dire que mon écriture est créole, parce que à Pondichéry, il n'y a pas d'une langue créole. D'accord ? Il y a une communauté créole, mais qui n'a pas, dans le sens technique, si tu veux dire, c'est pas du créole. Il parle un mélange de tout, mais techniquement, j'en ai parlé à beaucoup de linguistes, ils ont dit non, ça ne peut pas rentrer dans le truc. Mais moi, je m'en fous. Moi, la créolité qu'on me refuse, je la prends. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire une nouvelle, là récemment, où j'invente ma créolité à moi. Donc, je suis en train de la finir. Donc, c'est pour ça. Pour moi, la créolisation existe à Pondichéry. La créolité n'existe pas. Mais j'ai aussi trouvé un nouveau mot qui s'appelle créole tanam. Donc, j'ai pris le créole, je l'ai écrit avec le uk en tamoul, réole en créole, et le tanam qui veut dire attitude. Je ne suis pas créole, mais j'ai l'attitude créole. Créole attitude. Au fait, c'est juste une motion, voire même une émotion par rapport à ce qu'a dit Harry. Et au fait, je pense que il est nécessaire pour un artiste de ne jamais, beaucoup tombent dans ce piège, de ne jamais se laisser se mettre dans une boîte. À partir de là, eh bien, même si tu viens d'Haïti, de Guadeloupe, de Maurice ou des pays dits créoles, tu peux dire non, je ne suis pas créole. Tu as ce droit-là. On ne peut pas t'en empêcher. Mais on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas faire de littérature sans métissage. Après, on peut ne pas accepter le concept du métissage, de faire des petits métis. Mais quand on fait des livres, on fait des petits métis. Ça veut dire que notre métier, c'est d'être dans le rassemblement, de tisser à travers tout ce qu'on a lu. C'est-à-dire, donc du coup, nous sommes malgré nous dans le mélange des genres, mais par contre, par notre originalité, par notre prisme, on va donner quelque chose d'unique. Donc du coup, nous sommes un cœur-ritoire, un territoire qui rassemble plusieurs courants, plusieurs cœurs. On propose quelque chose né de différents... C'est là, une araignée, t'es une araignée. Donc du coup, ton métier, c'est de métisser le monde, t'es créole malgré toi, qu'on le veuille ou non. J'aime beaucoup ce que j'entends là. Et aussi l'idée de protester. C'est un peu ça, Riambel. Donc on proteste contre d'avoir à se conformer. Et je voulais juste dire qu'à Maurice, créole, ça veut aussi dire un descendant des esclaves d'une communauté chrétienne. Donc ça, c'est un créole à Maurice, mais aussi à la langue.
Et il y a le sens dans le sens plus large aussi. Mais à Maurice, c'est pas toujours positif quand on parle d'un créole. Et ça me gêne, moi, ça m'agace. Oui, oui, tu as entendu, oui, oui, ça c'est une autre histoire encore. Donc, ça persiste, cette notion, et ça m'agace beaucoup. Voilà, c'est tout. On pourra en parler, mais... Oui. Parce que j'ai pensé une chose en lisant vos livres, c'est que même s'il y a des histoires dures, souvent douloureuses, je trouve très intéressant que les titres sont souvent liés à la beauté, aussi même la couverture, donc la couverture de Riambel, c'est beaucoup de couleurs, etc. Même peut-être que c'est ironique parfois, donc il y a ce titre, donc Belle merveille de James, et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc ça a un sens particulier, et il y a même un magnifique paragraphe ou un chapitre dans ce livre où justement tu montres tout ce qu'on peut appeler belle merveille, et que justement souvent ce n'est pas lié à la beauté nécessairement. Mais en même temps, il y a donc cette langue poétique. Et pareil dans Riambel, pour Noémie, donc le personnage principal, elle se demande si ça veut dire rire en belle. Et là, du coup, elle est tout de suite reprise par sa mère qui dit il n'y a rien de beau ici. Donc il y a une tension là aussi. Et puis je pense aussi à Nocturne Pondichéry. Une nocturne, c'est aussi une musique un peu romantique. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle de la beauté dans vos textes, Priya? Merci, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a de la beauté dans le texte. Oui. Parce que oui, en effet, c'est assez dur comme texte, violent. Et justement, je voulais, à travers Noémie, le personnage, voilà, je cherche le mot. Elle est jeune, elle est naïve, il y a ce regard. Je voulais aussi apporter un peu de fraîcheur. Et j'ai essayé d'apporter un peu de beauté avec toute cette violence comme contraste. Et aussi les recettes dont on a parlé. C'est une forme d'échappatoire dans des petites douceurs, dans des moments de violence, même si ça dure un petit moment, mais c'est contre le goût amer, atroce de l'esclavage, etc. Donc, j'ai vraiment essayé aussi, parce que l'île Maurice, c'est un pays, une île magnifique, et il y a la mer. Donc, j'ai aussi essayé de parler de la mer. Elle est omniprésente. On grandit avec la mer, on sent la mer. La mer, elle est une source de nourriture, de revenus pour tellement de gens. Donc, j'ai essayé. Et voilà, donc, quand on est vraiment entouré de tout ça, il faut quand même trouver de la beauté. Et il y a aussi la relation avec la grand-mère. Oui. Il y a aussi la relation avec la grand-mère. Qui est oui. Vraiment, donc, oui, cette solidarité, oui. donc, je sais pas. Harry. Enfin, pour moi, c'est plutôt la beauté de la nuit. Oui. Parce que moi, je trouve que la nuit, c'est le vrai visage d'une ville. Parce que dans la journée, c'est vrai, une ville, elle s'active d'une autre façon. Mais la ville, quand elle change de visage la nuit, elle a une telle beauté mystique, mystérieuse, où tous les désirs se dévoilent. Et là où la vraie nature de la ville se dévoile aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Nocturne Pondichéry, parce que
Il faut savoir que depuis pratiquement 2 décennies maintenant, Pondichéry est devenu une destination touristique prisée par le monde entier parce qu'avec l'héritage colonial, n'est-ce pas, avec l'architecture coloniale, la cuisine encore, hein, qu'on essaye, que le gouvernement de Pondichéry, qu'on appelle ça, utilise comme un produit, bien sûr, comme un produit commercial. C'est devenu un produit commercial. Et ça commençait à m'agacer. Je dis non, il y a autre chose que de voir que des bâtiments, que de l'architecture, que de voir la plage. Et c'est quoi le visage caché de Pondichéry? Et c'est ce que j'essaie de dévoiler dans Nocturne Pondichéry. C'est quoi le visage? Le visage caché, il est dur, il est violent. Il y a de la prostitution, de la drogue, il y a de la violence, il y a tout ce qu'il faut. Et en montrant ce côté vraiment violent, je montre aussi la beauté de l'humanité. Merci. James? Pour parler de la beauté? Oui. Alors là, Vous êtes beau, vous êtes beau. Là, je pense qu'on peut continuer toute la soirée. Donc, au fait, il y a une forme de désespoir, je trouve. Ça commence bien, hein, vous parlez de la beauté. Et dans des choses parfois qui nous arrivent. Et même, par exemple, tu vois, comment dire, tu as ton poulet, prenons un exemple sympathique, ton poulet qui prend feu. Donc tu rates ton poulet, mais qui prend feu. Tu frappes chez le voisin, tu dis mon poulet prend feu. Mais ça n'intéresse personne. Par contre, quand tu mets de l'emballage et pour présenter le poulet brûlé ou pas, hein, ça intéresse tout le monde. Ouais, ça intéresse tout le monde. Au fait, c'est ce que font les artistes, quoi. C'est-à-dire, moi, l'histoire de tremblement de terre, ça intéresse pas. En fait, ça intéressait juste pour aider les gens qui peuvent aider, tout ça. Mais comment prendre une histoire pas du tout sexy et la rendre encore, ouais, faire une remise à jour et pour que ça intéresse, ça c'est la magie des artistes. C'est-à-dire, moi, même par rapport à la langue française, moi sincèrement, moi je me sens très souple au niveau du cœur par rapport aux langues. La langue française, ok, la France a colonisé Haïti pendant 3 siècles, tout ça. Et il y a la dimension de butin de guerre, mais en dehors de ça, et je me sens très souple au niveau du cœur, et parce que le propre d'un écrivain, le propre d'un poète, c'est pas d'écrire vraiment en français, ni en norvégien, ni en anglais, ni en espagnol, c'est d'inventer sa propre langue. Et en même temps, tout en faisant le pari de la beauté, mais à travers ses propres lunettes. C'est intéressant. On a de la chance, parfois, de boire un verre et de devenir poète, quoi. C'est ça ne tenait qu'à ça. Merci à tous les trois. Et aussi, moi, je voudrais ajouter effectivement qu'il y a, donc sur scène, nous avons trois auteurs qui a chacun un style différent. Donc, je vous recommande vraiment la lecture. C'est 3 approches différentes, mais c'est passionnant les 3. Et donc, au début, je vous avais demandé de nommer une source d'inspiration. Et du coup, pour terminer, nous allons quand même faire quelques lectures. Priya va lire un passage de son livre et James aussi. Mais avant ça, je voulais vous demander de nous donner un conseil de lecture. Une autrice contemporaine ou un auteur contemporain que vous appréciez particulièrement. Pas nécessairement contemporain même, mais juste un conseil de lecture. Donc, Priya. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, c'est peut-être une réflexion. Je ne sais pas, je pense à l'écrivaine nigérienne Chimamanda Adichie, je ne sais pas si je prononce bien, qui a écrit Americana, entre autres. Et ce que j'apprécie beaucoup avec elle, elle dit en anglais, parce qu'elle écrit en anglais, The danger of a single story. Donc, moi ça me parle beaucoup
parce que ça veut dire le danger d'une histoire unique, une seule perspective. Et justement, Riambel, c'est ça, c'est l'autre perspective. Et on a parlé tout à l'heure de pourquoi on a écrit, pourquoi. Et moi, j'ai écrit Riambel, justement, c'est venu d'un sentiment de colère. Je vivais en Allemagne à l'époque, et c'est après le meurtre brutal de George Floyd qui a choqué le monde, donc le mouvement Black Lives Matter. Et j'entendais toutes ces discussions autour de moi et ça me choquait, ça me perturbait. Et on a parlé de protester. Donc les gens protestaient, manifestaient dans les rues. Et moi, c'était ma façon à moi de protester. J'ai pas été dans les rues, courir, protester, mais c'était ma façon de protester dans les mots, dans le style. Donc c'est un style assez spécial, non-conformist, comme on dit en anglais, qui ne conforme pas. Donc j'ai écrit en fragments. C'est une écriture fragmentée. Pourquoi? On me demande. Ben justement parce que ces femmes, elles ont subi tellement de violence quand on souffre de trauma, on n'arrive pas nécessairement à penser ou écrire d'une façon cohérente. Donc c'est un peu ça. Pour revenir conseils, réflexions, donc il faut voir l'autre côté. On parlait justement, tu parlais de tourisme. Donc l'île Maurice est connue comme une destination vraiment touristique, etc., honeymoon. Et il faut voir l'envers de la carte postale. Et voilà, c'est un peu ça c'est pas un conseil, la réflexion. Je vous invite à réfléchir peut-être, je sais pas. Ouais, une bonne réflexion, merci. Voilà. C'est intéressant aussi, le roman de James, il est aussi très fragmentaire comme ça. Oui. James ou Harry? Quand je suis le plus vieux, je passe après toi. Pour un conseil, Jean d'Amérique qui a écrit Soleil à coudre, c'est un jeune poète haïtien, romancier, mais aujourd'hui il fait tellement de choses, et il fait du théâtre aussi, et il brille dans tous les domaines. C'est un diamant brut et qui vit maintenant en France. Et il a écrit ce roman Soleil à coudre, ça fait 2 ans, je crois, ça fait 2 ans. Et je vous recommande fortement ce roman, et ça campe Port-au-Prince aujourd'hui, la capitale de l'Haïti, qui est complètement gangrenée, qui est envahie par des gangsters. C'est un gangstérisme d'État, il faut le dire. Et il le fait avec tellement de poésie, et avec aussi l'influence du rap Tupac, et ça parle des quartiers populaires, et c'est super beau. Merci. Et Harry? Moi, dernièrement, je suis tombé sous le charme d'un livre magnifique que j'ai lu en français. C'est de l'écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakine, qui vient de sortir son livre qui s'appelle La princesse de Zanzibar, et qui vit en exil en Autriche depuis pratiquement 2 décennies. Il a été chassé du Soudan parce que il a été emprisonné plusieurs fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut le laisser écrire. Il ne faut pas nous censurer. À quand nous censurer? Bien sûr, on est là pour provoquer. Si un écrivain ne provoque pas, n'est pas un écrivain. Si on ne met pas le doigt où ça fait mal, on n'est pas là pour écrire. Donc, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une satire de l'histoire, c'est une satire de sa société, c'est une satire de Zanzibar encore. Zanzibar, destination touristique très prisée. Et donc, il montre l'envers du décor de Zanzibar, qui est vraiment un livre magnifique que je vous conseille. Et j'ai écrit une petite chronique dans Africa as a Country, donc je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment un livre magnifique. Merci beaucoup tous les trois. Donc, on va terminer avec des lectures. Donc, est-ce que tu veux... Oui, oui. Est-ce que tu veux commencer, Priya? Oui. Merci. J'ai besoin de mes lunettes, sinon je vois rien.
Donc c'est la première page. Je suis l'arrière-petite-fille issue d'un viol de plantation. Mon noir d'ébène, légèrement plus clair, présente une nuance. Je suis la fille d'esclaves créoles et de quelque chose de bien plus sinistre. Une lignée de domestiques et de maîtres blancs qui maltraitaient leurs travailleurs. J'ai une ascendance masculine blanche en moi, involontairement. La blancheur que je porte n'était pas un choix. Les barons du sucre cupide ont pris ce qu'ils voulaient. Des femmes et des filles sur lesquelles ils avaient un pouvoir absolu. Et ont négligé ensuite de déclarer leurs enfants. Comment peuvent-ils nier leur passé morbide alors que nous, les bâtards du colonialisme, sommes là pour leur rappeler leur héritage? Nous portons la vérité sur nous, aussi claire que la lumière du jour. Le ciel bleu au-dessus de nous ne ment pas. Nous sommes la preuve vivante d'une histoire sombre qui ne peut être étouffée. Regardez-moi et dites-moi que l'histoire ne m'a pas entachée. Papa loco, où c'est vent, ou a poussé n'aller, où c'est papillon, ou a poté nouvelle bayagoué. Papa loco, où c'est vent, ou a poussé n'aller, où c'est papillon, ou a poté nouvelle bayagoué. Les noms des oiseaux. Peut-être que je n'aurais rien su si je n'avais pas rencontré Amore, ma petite fée napolitaine, ma belle tigresse de frangipane. J'aurais continué peut-être à écrire des poèmes en vers libre dans les rues cabossées de la ville. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, mes os ne seraient bons même à faire de la poussière. Ce qui me serait resté se trouverait peut-être dans une fosse commune ayant reçu les petits Mozart de la cité. Chaque fois que je raconte cette histoire à quelqu'un qui n'est pas du pays, à un étranger, comme on dit, il prend toujours soin de me rappeler que même si vous avez failli finir dans une fosse commune, ça ne fait pas de vous un petit Mozart. Admettons tout de même que je ne suis pas un petit Mozart, que tous les morts ne sont pas des petits Mozart. Je ne comprends pas le jugement hâtif ni l'impolitesse brute devant ma condition humaine en pointillé. Je ne comprends surtout pas le silence non observé au bord de ma fosse commune et de mon histoire hypothétique de petit Mozart. Bref, les secouristes au long cours, les étrangers comme on dit, me ramènent toujours à ma condition d'ombre perdue, comme quoi je ne peux pas rêver de ma chanson, ni donner muscle à ma petite musique intérieure. Alors qu'il est, je me demande ce que je serais devenu sans ma rencontre avec Amore. C'est elle, l'étrangère, qui a travaillé comme bénévole pour différentes structures humanitaires. Elle, l'expat avant la lettre, qui est passée en papillon de la rose des champs à la fleur vénéneuse de la ville cabossée. C'est Amore, elle qui n'est pas du pays, elle, l'étrangère, qui m'a permis de me familiariser avec ce qui reste de mon pays. Elle,
qui m'a aidé à m'intégrer au cœur de la dislocation, au mi-temps du grand chaos, au milieu du grand bordel du siècle où tout le monde encule tout le monde, des nationaux, les internationaux des nationaux et les internationaux des ultranationaux. Amoré m'a fait rencontrer des séraphins. Amoré m'a fait toucher le sexe des anges. Amoré m'a fait monter, voler au plus haut de l'échelle. Elle m'a fait toucher le point G des ONG. Sous l'aile d'Amoré, j'ai rencontré des colombes, des condors, des malfinis, des tourterelles, des aigles, des eurubus, des pipirites, des corbeaux qui discutent fromage au bec. J'ai rencontré des charognards parfumés, des pans qui font la roue. J'ai rencontré des pintades, des loups-garous, sans compter les canards sauvages prêts à passer à la casserole ou à la casse. Amoré m'a fait rencontrer des perruches, des jacobins galants, que sais-je. Le petit Bernard n'est pas un dictionnaire des animaux. Ne m'en demande pas plus. On ne peut pas vivre dans un pays complètement déplumé et connaître à la fois tous les noms des oiseaux. Merci à tous les trois. Donc tout à l'heure, il y aura donc le concert de Maya, mais là, on avait déjà de la musicalité. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Un beau week-end qui est infernal.